On se retrouve, chers membres de la communauté. En tout cas, merci. Nous vous remercions parce que nous avons reçu plusieurs appels. Les appels à travers le numéro que nous avons organisé hier. Des encouragements, des congratulations. Et voilà, en tout cas, merci. C'est le petit effort que nous sommes obligés de fournir aussi. De notre part, c'est un engagement. En tout cas, chaque jour, on sera obligé d'être en actualité afin d'interagir normalement comme vous. Ou sinon, avec vous. Merci. Nous prenons aujourd'hui l'article 215. Vous savez, à chaque fois, lorsque nous faisons le choix d'un article de la disposition de la Constitution, cela a trait avec la question d'analyse du jour. Et aujourd'hui, nous prenons l'article 215 qui dit ceci. Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois. Non-lois alors. Sous réserve, pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie. Les traités et accords signés à l'international ont une prédominance sur nos lois. C'est la Constitution, l'article 215. Une telle Constitution, je crois que, comme nous avons dit, on peut s'obliger de la revoir, si pas par la révision, alors cette fois-là par le changement. En tout cas, merci. Merci. Nous commençons notre émission par la pensée d'Héraclite d'Éphèse. Et vous allez comprendre pourquoi. Tout coule. Tout passe. Rien ne demeure. Nous évoquons cette pensée parce qu'il faut rappeler toujours qu'on est humain. Personne n'est inamovible. Nous sommes venus, nous sommes là et nous allons passer. Mais pendant que nous sommes là, que devons-nous faire? C'est les actes que nous allons poser qui vont définir l'avenir. Imaginez par exemple, lorsque nous accédions à la souveraineté nationale et internationale, dès 60, les pères de l'indépendance, s'ils étaient tellement inconscients, nous à ce jour, on se retrouverait comment? On serait à quel état? Et voilà pourquoi les actes que nous posons doivent préparer l'avenir de nos enfants, de notre pays, parce que simplement, après demain, ce ne sera pas notre tour, ce sera le tour des autres. En tout cas, merci. Nous avons sélectionné aujourd'hui quelques points, des informations et d'analyse en même temps. Le premier, c'est en rapport avec le conflit Teke-Yaka. Un conflit qui dure depuis longtemps. Je vous rappelle le fait. Les Yaka se sont déplacés jusque chez les Teke, à Kwamut. Et les Yaka sont des cultivateurs, sont des travailleurs. Les Teke semblent être un peu paresseux alors qu'ils ont une terre très fertile. Les Yaka n'ayant pas de terre très fertile chez eux, ils se déplacent, ils viennent jusque chez les Teke. Ils ont gagné des espaces. Et de ces espaces gagnés, les Teke jaloux et instrumentalisés par les politiques vont vouloir maintenant augmenter les frais d'achat. Les espaces de terre alors. Les Yaka mécontents et l'affrontement va commencer. L'épisode avait commencé ainsi. Pascal, je me suis déplacé jusqu'à Kwamut. Je me suis déplacé jusqu'à Kenge. Objectif, avoir les avis d'un côté des Teke et de l'autre côté des Yaka. Un conflit qu'on avait cru que dans quelques jours prendrait fin, et voilà jusqu'à ce jour, on ne parvient pas à mettre un terme. On va intervenir les chefs coutumiers. Les Yaka et les Teke vont venir, je crois par 2 ou 3 fois ont échangé, on a monté des stratégies, jusqu'à ce jour, ce conflit continue. Et voilà, aujourd'hui, le chef de l'État fait le choix sur Marco Bangoli comme grand leader du coin, afin qu'il fasse tout pour réunir les deux camps, afin de penser à une solution.
Mais cela également a été mal pensé à son temps avec celui qu'on appelait zombie. Et on est allé présenter au chef de l'État un chef coutumier qui n'avait pas compétence de réunir maintenant les deux camps. Et à l'époque, c'était la ministre, près le chef de l'État, Madame Nana, qui avait causé du tort au président de la République. Et j'avais vu même lorsque Peter Kazadi, l'ancien vice-premier ministre de l'Intérieur, prenait fonction, et la ministre va tout faire pour amener Zombie auprès de Peter Kazadi. Fausse alerte, conséquence, aucune solution. Et aujourd'hui, le chef de l'État cherche encore des solutions ailleurs. Espérons qu'on va trouver cette solution, parce qu'avec les Mobondo, vous savez, ils sont arrivés pratiquement ici à l'entrée de Kinshasa. Et donc, à un certain moment, je crois, il faut bien fournir l'effort de mettre un terme à ce conflit. En tout cas, merci. Mais sinon, la question principale d'analyse, c'est la crise en RDC. En d'autres termes, on peut tenter de dire la guerre, même s'il n'y a pas de déclaration, l'occupation de la RDC jusqu'ici par les Rwandais sous prétexte de M23. Question qui a été au centre du discours du président de la République à travers la tribune des Nations Unies. Des discours que j'avais dit dans le passé que c'est devenu une coutume, parce que lorsqu'il faut évaluer les différents discours que nous avons tenus, leurs implications, parfois on peut se dire, l'ONU aujourd'hui sert à quoi? Pascal, j'ai eu à dire il y a un jour passé qu'il faut redéfinir l'ONU. On ne peut pas rester avec des conservateurs. La logique de sa création, après la Deuxième Guerre mondiale, je pense que beaucoup de paradigmes sont entrés en compte. Il faut aujourd'hui réfléchir autrement l'ONU. Vous voyez aujourd'hui, les différentes résolutions prises par l'ONU ne sont pas forcément appliquées par les pays qui veulent se défendre. Le cas d'Israël aujourd'hui, le cas de la Russie, le cas de la France, le cas de beaucoup d'autres pays. Lorsqu'ils sont décidés de défendre leurs intérêts, peu importe les résolutions prises par l'ONU, en tout cas, ils vont outre. Les pays qui font l'exception, qui s'inclinent à chaque appel de l'ONU, c'est les pays africains. Le pourquoi, je n'ai jamais compris. Et voilà, une autre assemblée générale se tient aux Nations Unies. Le président de la République revient sur cette question de la crise, de la guerre, de l'occupation rwandaise sur le sol congolais. Il évoque les discussions engagées à Luanda par les deux parties, les deux délégations des affaires étrangères, les deux pays, le Rwanda et la République démocratique du Congo. La petite évolution. Et hier, moi, j'avais rappelé les tergiversations affichées par le Rwanda et en fin de compte, venir affirmer, accepter le retrait de ces militaires qui sont sur le sol congolais. Le chef a martelé sur la nécessité de voir dans quelques jours si l'ONU, je dis bien si l'ONU, a la compétence de réguler le fonctionnement des États à travers le monde, tel qu'il a été pensé au départ lorsque nous sortions de la Deuxième Guerre mondiale, et à ce moment-là que cette ONU exige au Rwanda de retirer très facilement ses militaires. Les États-Unis, dans cette question de la RDC, sont divisés. Il y a deux camps. Il y a les républicains, il y a les démocrates. Pour les républicains, il faut discuter objectivement, parce que la solution ne proviendra que des échanges, des discussions. La voie des armes ne va pas résoudre la question. Et il faut, à travers ces discussions, permettre le retrait de ceux qui envahissent maintenant la République démocratique du Congo. Ça, c'est les républicains. Les démocrates
ont un agenda très caché. Pour eux, il faut soutenir le Rwanda, même s'ils ne savent pas le dire à haute voix. De la même manière, vous voyez aujourd'hui comment les démocrates se comportent avec l'Israël contre la Palestine et les discours ambigus. Vous sentez qu'ils ne peuvent pas aller outre les différentes positions prises par l'Israël. Parce que simplement, ils soutiennent l'Israël. Ça, c'est les démocrates, le jeu qu'ils font. Autant avec le Rwanda, ils soutiennent le Rwanda. La petite force que trouve le Rwanda aujourd'hui, c'est par les Américains grâce aux démocrates. Il est vrai, il faut reconnaître que le Rwanda a des vrais lobbying aux États-Unis, le jeu que nous ne savons pas jouer parce que nous avons des divisions à l'interne. Et c'est là une parenthèse que je vais saluer l'invitation du chef de l'État à Fayulu pour qu'on fasse un bon lobbying. Opposition, ceux qui sont au pouvoir, pour la cause de la RDC, il faut avoir la même voix. Et voilà pourquoi les démocrates font tout avant qu'on arrive aux élections, qu'ils trouvent solution à cette question qu'eux-mêmes ont créée. Vous allez comprendre que le président Joe Biden voudrait maintenant faire le déplacement de l'Angola du 13, 14 et 15 pour influencer les discussions qui se tiennent de temps en temps et à chaque fois à Luanda entre les deux délégations des affaires étrangères. Parce que c'est piloté par le président angolais. Il faudrait maintenant qu'ils comprennent la position des États-Unis. Et se déplacer vers l'Angola, c'est un signal fort. Pourquoi simplement maintenant, à la fin de son mandat, il a eu tout le temps, à un mois des élections, et lui pense qu'il est encore président des États-Unis qui peut faire une diplomatie internationale, se déplacer des États-Unis jusqu'en Afrique, et plus particulièrement et précisément le pays appelé par la SADC à pouvoir réguler ou sinon à pouvoir faciliter les discussions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sur cette crise. Ce n'est pas difficile à pouvoir comprendre. C'est comme ça que de temps en temps, Pascal dit, pour les prochaines élections aux États-Unis, faisons la prière que le républicain passe. Parce que si c'est la démocrate qui va passer, elle va continuer avec la politique de son prédécesseur, où ils sont toujours en intelligence avec les Tutsis, afin d'imposer leur hégémonie en Afrique, plus particulièrement en Afrique centrale. Ouvrons l'œil et les bons sur cette question. À l'occasion de cette Assemblée générale, une invitation spéciale qui coule autant d'encre, c'est l'invitation de l'opposant Martin Fayulu par le président de la République. Je ne comprends pas, nous les Congolais. Quel est le sens qu'on peut donner même à l'opposition? Il y a un certain numéro passé, je disais, pour les pays africains, par exemple, au regard de l'apprentissage de la démocratie, parce que j'ai toujours estimé qu'il faut avoir une démocratie avec nos valeurs, je disais, on pouvait même s'en passer de l'opposition parce que parfois, l'opposition ne permet pas une certaine synergie dans la réalisation des objectifs dans nos États, du fait que c'est à travers cette opposition que les décideurs du monde passent pour bloquer les petites évolutions que bénéficieraient ces pays africains. Et donc, je pense, si on veut aussi le développement, on peut se dire, on s'en passe. Quand c'est l'autre qui est élu, on s'agglutine
on avance parce que le mandat est, en tout cas, circonscrit dans la Constitution. 5 ans, au bout de 5 ans, nous irons aux élections. Lorsque nous irons aux élections, celui qui sera élu, sera élu. Le jour où nous allons arriver à cette capacité de réfléchir de cette façon, nous allons beaucoup avancer. Cela ne voudrait pas dire qu'il n'y aura pas un contrepoids de l'opposition pour pousser ceux qui sont au pouvoir à pouvoir faire. Mais même alors, regardez nos oppositions ici. Est-ce que les cris de l'opposition poussent ceux qui sont au pouvoir à pouvoir faire quelque chose? Je ne constate pas. Ceux qui sont au pouvoir font ce qu'ils pensent être bon pour eux, ils le font. Ils ne le font pas parce que l'opposition a parlé. Non, en Afrique, ce n'est pas ça. Alors, que sert l'opposition en Afrique cette fois-là? L'opposition en Afrique sert à bloquer celui qui est au pouvoir à ne pas réaliser certains projets, et cela par des manifestations, par exemple. Et pourtant, on se connaît comme des pays pauvres avec beaucoup de difficultés. Il fallait maintenant s'agglutiner autour de celui qui est élu, conjuguer maintenant les efforts et trouver solution aux questions qui se posent à la nation. Et donc, Fayoulou invité spécial du président de la République, avec objectif ultime, lobbying collectif auprès des décideurs, opposition, le pouvoir, pour que ceux-là comprennent que nous parlons le même langage lorsqu'il s'agit de la question de la République démocratique du Congo, lorsqu'il s'agit de la question de la souveraineté de notre pays, qui ne profitent pas de nos divisions pour continuer à donner l'impression qu'ils n'entendent pas, et voilà pourquoi c'est les autres qui combattent celui qui est au pouvoir. Et donc, il faut maintenant que ceux-là qui ont de telles velléités puissent comprendre effectivement que nous sommes un et nous avons un objectif à atteindre. C'est retrouver l'intangibilité de nos frontières. Sécuriser les personnes et leurs biens. Faciliter le développement. Imposer l'administration à tous les coins de notre pays. Et cela ne peut être possible dans le cas d'espèce qu'à travers l'unité. L'opposition en République démocratique du Congo a une particularité exceptionnelle et négative, malheureusement. Qu'on fasse bien que celui qui est au pouvoir pose un bon acte. Celui qui n'est pas au pouvoir ne peut pas apprécier cet acte-là. Il n'y a pas une façon d'encourager celui qui est au pouvoir. Regardez ce qui s'est fait en France, parce que ici, nous avons tout copié, sauf dans la manière de faire l'opposition. Les noms de nos partis politiques ici, c'est les noms des partis politiques français. Les dispositions de nos lois ici, c'est les dispositions de plusieurs lois en France. Et pourtant, ont conçu leur politique, leurs textes, conformément à leur réalité, et nous avons copié tout ça sans tenir compte de nos us et coutumes. Et ça crée une certaine incompatibilité dans l'application. Et l'opposition en RDC est là pour tout refuser, c'est que celui qui est au pouvoir, même s'il fait de bonnes choses. Et en France, nous voyons comment il a suffi que Macron appelle Le Pen. Viens, qu'on échange, nous avons un problème. Elle vient précipitamment et ils ont échangé. Si c'est en RDC, ça poserait problème. Les Sarkozy sont allés, ils ont échangé. Et aujourd'hui, il a un autre Premier ministre qui n'est pas de son camp. Mais chez nous, ce n'est pas de cette façon que nous voyons les choses. Nous espérons que ces échanges, je ne parle à la dernière minute, je ne parle la vraie information sur la présence de Martin Fayoulou présentement à New York, mais l'information que j'ai, c'est qu'il a reçu officiellement l'invitation du président de la République, mais s'il a fait le déplacement, je serai le premier à être content, parce que ce sera la première fois qu'on pourra voir
en dehors de notre pays, pour la question qui concerne la souveraineté, l'opposition, le pouvoir, parler le même langage. Je crois que ce sera possible parce que lorsqu'il faut analyser même les discours de Martin Fayoulou, il était aux États-Unis. Il est rentré au pays pas très longtemps. Lorsqu'il était encore aux États-Unis, il a lancé un message du dialogue. Et même lorsqu'il est venu ici, il n'a cessé de prêcher le dialogue. Est-ce qu'il avait entendu quelque chose déjà à partir de là? Je crois ce pas vers l'évolution, vers le changement, vers l'acceptation entre fils du pays, de mon point de vue, je ne peux qu'encourager parce que ce que nous connaissons aujourd'hui au pays s'obtient contre nous grâce à certains comportements de nos frères et sœurs par mauvaise volonté collaborent avec l'ennemi contre le pouvoir tout en estimant que c'est de l'ennemi là qu'il aura le pouvoir. C'est le cas de Corneille Nangaa. Comment un Congolais peut être envoyé par le Rwanda, par Kagame, pour aller tuer ses propres frères et sœurs? J'ai toujours dit, à travers mon plateau, il est difficile que le Rwanda gagne le Congo. Oui, aujourd'hui, on peut dire qu'il a gagné parce qu'il a occupé certaines parties. Mais prendre le pouvoir avec son effectif, et là, c'est difficile, c'est impossible. Sauf si nous disons alors, entrer librement, nous aussi nous sommes fatigués, comme nous avons fait, je crois, c'est en 97, avec l'entrée de l'AFDEL. Et là, c'était un Congolais aussi, malheureusement, naïf qu'on a été. Parce qu'à l'époque, on ne comprenait pas encore les Rwandais. Mais aujourd'hui, on a ouvert les yeux, nous comprenons qui est Rwandais. Et ça ne passera pas. De ce point de vue, il faut une solution à l'interne. Et pour ça, je dis à Martin Fayoulou, Duc in altu, va à notre mer sans avoir peur des périls. Trouvez solution pour votre pays. Ne reculez pas. Pensez à l'avenir, comme nous avons dit au début. Nous coulons. Tout coule, tout passe. Vous êtes... Je vais vous interpeller. Vous êtes battu pour avoir ce pouvoir. Que ce soit Martin Fayoulou. Que ce soit Moïse Katumbi. Que ce soit Denis Mukwege. Mais vous êtes battu pour avoir le pouvoir. Vous êtes battu pour et contre le kabylisme. Vous avez le pouvoir et vous ne savez pas le sécuriser. Même si vous ne vous entendez pas, à un certain moment, vous devez réfléchir. Mais l'erreur que nous allons commettre sera profitable à qui? L'erreur que vous allez commettre sera profitable à qui? Je crois, de mon point de vue, à ceux que vous aviez combattus hier. Et lorsqu'ils vont reprendre le pouvoir, vous allez encore faire l'opposition? Je crois que c'est le temps de savoir comment conserver le pouvoir. Réfléchissez. Pensez pays. Dépassez-vous de vos égaux. C'est de cette façon, de mon point de vue, que vous allez trouver solution à des maux qui rongent notre pays. Et donc, au centre, comme nous avons dit, la crise de la République démocratique du Congo. Que ce lobbying se fasse très normalement à l'occasion de cette session où le monde entier, les représentants, les décideurs du monde entier sont sur place. Que la République démocratique du Congo, à travers ses dirigeants, contacte responsable par responsable, dirigeant par dirigeant, qu'on fasse entendre la voix de la République démocratique du Congo. À la place de faire la ronde du monde à travers certains voyages, je crois que c'est une occasion, au moment où on est aux États-Unis, occasion de rencontrer pratiquement tous ces dirigeants pour qui on ferait ces voyages si
cette session n'était pas organisée. Maintenant qu'elle est organisée, c'est une opportunité pour nous. Contacter, poser le problème, que les gens comprennent effectivement le cas République démocratique du Congo. Et voilà, la question, c'est à ce niveau. Nous vous disons simplement merci aujourd'hui. On ne sera pas allé trop loin, tout en espérant que dès cette discussion, dès cette Assemblée générale, il y aura une solution qui sera importante pour le pays à travers le lobbying qu'on aura mené, à travers la conjugaison des efforts entre l'opposition et le pouvoir ensemble à New York, et qu'en fait compte, qu'on voit le Rwanda retirer maintenant ses militaires du sol congolais et qu'on voit le pays retrouver la paix. C'est de cette paix que nous pouvons penser au développement. Nous organiser d'abord, peu importe, parce que si on doit continuer à penser que la solution proviendra de l'extérieur, parfois ce n'est pas une bonne chose. L'article 215 que nous avons lu ici, les traités et accords signés à l'international ont une prédominance sur nos lois. Attention, ne sont pas aveugles. Et une façon de nous interpeller, ne signons pas aussi n'importe quoi. Je vous ai toujours rappelé les 3 déclarations que nous avons signées le 11 novembre 2013 à Nairobi, devant le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, nous a causé très sérieusement du tort. Et c'est ce qui sert de prétexte au Rwanda de faire ce qu'il fait aujourd'hui. Et ce texte ou ces déclarations se sont référées à l'accord que nous avons signé bien avant le 23 mars 2009 avec le CNDP. Donc, ne signons pas n'importe quoi. Parce que la Constitution, à travers son article 215, nous expose. Tout ce que nous aurons signé à l'international aura l'ascendance sur nos lois, aura l'ascendance sur nous. Et ça sert à quoi? En tout cas, merci. On s'arrête aujourd'hui ici, tout en attendant la suite des échanges, parce qu'après le discours, c'est les contacts qui auront lieu maintenant dans les différents salons. Sûrement que les Congolais vont aller dans les salons des décideurs pour faire passer leur message. En tout cas, merci. Au revoir. N'allez jamais ailleurs, s'il vous plaît. C'est ici, notre lieu d'échange, notre lieu de discussion. Tout coule. Tout passe. Rien ne demeure. Au revoir.